L'idée, donc, c'est que l'intervenant fasse une présentation de 35-40 minutes. Et ensuite, et au fur et à mesure, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et ensuite, vous entendez là? OK. Il y avait un problème de son. Donc, Frédéric et moi, ensuite, soit on reprendra vos questions, soit on vous laissera poser vos questions parce qu'on est assez nombreux, mais quand même, on peut encore se permettre une interaction directe. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, dans l'espace de discussion. OK, donc une toute petite introduction donc, pour vous rappeler que nous sommes donc au 3e webinaire de Tetrae. Hein, donc l'idée, c'était vraiment de travailler les concepts clés qui structurent le programme, de partager nos références, essayer de construire un petit peu une vision commune autour de ces concepts clés, pas simplement au niveau scientifique, au niveau des thématiques, mais aussi au niveau des postures de recherche et des démarches, des méthodologies de recherche. Donc, pour ceux qui ont participé au webinaire précédent, on a traité deux aspects qui sont assez importants et novateurs par rapport à la recherche en partenariat. C'était cette question de l'impact de la recherche. Comment on peut intégrer cette notion d'impact dans nos projets et anticiper, commencer à penser ce chemin d'impact. Et également, le deuxième webinaire avait pour objet la question de l'innovation ouverte et d'une de ses formes qui est les Living Labs. Donc là, le premier webinaire a été présenté par Pierre-Benoît Joly et le deuxième par Alain Rallet. Donc vous avez sur le site web PSR Tetrae, puisqu'on n'a pas encore notre site web définitif, on est hébergé par le site web PSR4 au niveau national. Donc, c'est là où vous allez retrouver donc, ces premiers webinaires. Du point de vue méthodologique, donc, on a traité la question de l'impact et l'innovation ouverte. Et on s'attaque maintenant aux orientations scientifiques. Hein, c'est pas du tout un choix de présenter la méthodologie avant les thématiques, mais ça s'est fait comme ça. Donc aujourd'hui, c'est Michel qui va nous présenter la question du Nexus, qui est vraiment au cœur du programme Tetrae, parce que notre objectif, c'est vraiment de ne plus travailler de manière découpée le système, mais de travailler cette articulation entre agriculture, alimentation, environnement, en intégrant la santé des écosystèmes et la santé humaine. Donc c'est l'objectif de notre 3e webinaire. Et on pense que c'est important, et c'était vraiment une demande des participants à Tetrae, c'est un élément important qui peut vous permettre de vous aider dans la construction des projets et qui peut aider à la réussite dans la mesure où nos webinaires sont quelque part un des chemins de construction du programme collectif et ce sera intégré par le conseil scientifique. Je voulais en profiter pour juste faire une petite info Tetrae. La date de dépôt des projets, ce sera le lundi 14 mars 2022. Voilà. Donc, cette date est maintenant fixée de manière définitive. Donc, ça sera donc le lundi 14 mars. On vous rappelle de prendre contact avec des animateurs en région qui seront vraiment des interlocuteurs privilégiés parce qu'ils sont à la fois en contact avec les institutions régionales locales qui vont financer les projets de recherche et avec l'animation nationale de Tetrae et de l'INRA. Donc, c'est eux qui sont un petit peu la clé de voûte de votre région et du programme Tetrae en région. Et ces animateurs vous ouvrez la liste, vous devez les connaître, hein, vous pouvez nous contacter également si vous ne les trouvez pas, mais ils sont actualisés au fur et à mesure que les équipes régionales se constituent. On actualise la page Tetrae du site PSR et vous trouverez cette liste dans cette page Tetrae. On est en train de finaliser le formulaire du projet que vous aurez à remplir, qui comprendra un formulaire scientifique, bien évidemment, un formulaire administratif pour présenter les différentes équipes de recherche. Là aussi, on vous rappelle que
Le projet doit être porté par un membre d'une UMR INRA, mais ça peut être très bien un enseignant-chercheur qui appartient à une UMR INRA. L'important, c'est qu'administrativement parlant, on puisse s'appuyer sur une équipe INRAE pour le portage du projet. Par contre, tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, universitaires, écoles d'agronomie, etc., sont éligibles évidemment à porter des work packages et à participer au projet. Et évidemment, tous les acteurs socio-économiques et institutionnels régionaux. Et il y aura ensuite une fiche financière, évidemment le clé de voûte. Les candidatures seront à déposer sur le site définitif, le site web Tetrae, qui est un site propre, Tetrae bien évidemment, qui est en cours de finalisation. Donc d'ici le mois de novembre, je pense que vous aurez, et on vous fera passer l'adresse. On la mettra d'ailleurs sur le site PSDR, l'adresse du nouveau site Tetrae. Donc ça sera finalisé d'ici le mois de novembre. Voilà, donc nous allons passer donc à ce webinaire 3, penser et mettre en œuvre la transition agroécologique des systèmes alimentaires dans les territoires, une approche par la santé globale. Donc on a invité Michel Duru, qui est donc, que vous connaissez pour la plupart, qui est directeur de recherche, chargé de mission INRAE. Ses travaux ont beaucoup porté dans une première étape de sa carrière sur l'agronomie des systèmes d'élevage, les relations prairie, élevage, système herbagé, etc. Et actuellement, et depuis quelques années, il s'est vraiment orienté vers une approche santé globale, tout en ayant toujours son regard d'agronome interdisciplinaire, mais orienté vers ce lien entre transition agroécologique et santé globale. Donc, il a été membre du Nexus Santé à INRAE, qui a vraiment initié ces démarches Nexus dans la sphère INRA, mais aussi beaucoup plus largement au niveau européen, et les démarches intégrées Nexus sont de plus en plus importantes dans notre environnement académique et institutionnel. Il a été également animateur du domaine d'innovation transition agroécologique des systèmes alimentaires. Voilà, Michel, c'est plus transition agroécologique, mais c'est transition agroécologique des systèmes alimentaires, et c'est vraiment un peu le sens de son message aujourd'hui. Ensuite, dernier point important sur Michel Duru, c'est qu'il a une expérience PSR 4, une expérience de la recherche en partenariat. Il a été notamment ancien membre du conseil scientifique du programme précédent. Donc voilà, je lui laisse la parole et je lui donne 35-40 minutes, Michel, pour présenter son PowerPoint. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre ça nous permet, nous, de voir toutes les questions qui sont posées, de les regrouper, etc. Et au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sur l'espace de discussion. Merci, Michel. Tu mets le son, Michel. Jiao, est-ce que tu peux ouvrir à Michel? Voilà. Vous m'entendez, ça y est là? Ça y est, oui. Voilà. Super, merci Jiao. Bonjour à toutes et à toutes celles que je connais ou que je ne connais pas. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je suis agronome de la prairie au départ, mais il y a un certain nombre d'événements marquants, notamment la création, il y a 7 à 8 ans, par Christine Cherbu, alors directrice générale du Nexus, ce qu'on appelait du Nexus Santé. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les 3 domaines de compétences d'INRAE, à savoir l'agriculture, l'environnement et l'alimentation, étaient déconnectés. Et donc, il y a eu un gros travail pour savoir comment on pouvait reconnecter ces domaines. Et finalement, on a abouti au fait qu'il fallait travailler sur les relations entre la santé du vivant, c'est-à-dire les plantes, la santé des plantes, des animaux et des humains, bien sûr, et la santé des écosystèmes, du sol à la planète. Et depuis cet événement, la création de ce groupe, je me suis passionné pour le sujet. Et donc, en tant que chargé de mission, j'y continue à y travailler au travers de conférences et de publications. Alors, je vais développer 4 points. Déjà, même si Tetrae, il y a bien des mots-clés, c'est transition, territoire, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe au niveau du monde. Donc, je vais rappeler brièvement quels sont ces enjeux globaux.
En quoi ça nécessite non pas des évolutions, mais des changements transformatifs, à savoir des changements de pratiques, mais aussi de valeurs, de cadres de pensée, et montrer très rapidement en quoi la santé globale, c'est une manière d'appréhender cette complexité. Ensuite, je vais arriver au cœur du sujet, qui sont assez proches de mon domaine de compétences, en montrant qu'il y a de nécessaires changements de paradigme dans l'agriculture. Ça, c'est évident, mais depuis quelques années, j'ai acquis la conviction que ça devait être concomitant avec des changements de paradigme dans l'alimentation. Et je terminerai par une troisième partie pour voir quelles sont les implications pour Tetrae, à savoir pour identifier les verrous finalement à cette double changement de paradigme, voir quels sont les principes et les approches. Alors, quelque chose de très simple, hein, très basique, qu'est-ce qui se passe au niveau du monde et en Europe? C'est un certain nombre d'impacts dont nos activités sur un certain nombre de domaines qui sont écrits ici, déclin, effondrement plutôt de la biodiversité. Je précise que c'est à tous les niveaux. Hein, c'est bien au niveau des sols, mais au niveau c'est aussi sur les tropiques, dégradation des sols et des eaux, en termes quantitatifs et qualitatifs. La déforestation, je rappelle que c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre, et nous, en Europe, nous sommes concernés, puisqu'on importe du soja et de l'huile de palme issue de la déforestation. C'est un épuisement des ressources, le pétrole, mais surtout en agriculture, le phosphore. Le changement climatique, plutôt le dérèglement climatique, on sait que nous ne parviendrons sans doute pas à ne pas dépasser le 1,5 degré, mais le point important, ce sont les flèches, qui font dire qu'on a une seule et même crise, puisque, par exemple, la déforestation accroît le dérèglement climatique accroît le déclin de la biodiversité, et le déclin de la biodiversité, il y a un effet feedback, accroît le changement climatique. Donc, une seule et même crise. Et puis, ça concerne aussi tout ce qui est en bleu ici, tout ce qui concerne la santé humaine, auquel je m'intéresse de plus en plus. Donc, il y a d'une part une insécurité alimentaire, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans l'accès à une bonne alimentation. L'antibiorésistance, 25 000 morts par an en Europe. Les maladies chroniques, 2 milliards d'habitants 2 milliards d'habitants dans le monde. 15% des Français ont des maladies comme le diabète et autres. Et puis maintenant, les zoonoses. Donc, c'est un sujet que j'ignorais complètement, c'est les maladies transmissibles de la faune sauvage à la faune domestique et aux humains. Et la Covid-19 en est une. Et là encore, les zoonoses, leur risque est accru à la fois par le déclin de la biodiversité, et on sait que l'insécurité alimentaire, l'antibiorésistance et surtout les maladies chroniques sont des facteurs de risque des maladies graves. Donc, en fait, on a une seule et même crise. Je pourrais développer, mais je n'ai pas le temps, le système soja, que j'appelle importation massive du soja en Chine et puis en Europe, contribue finalement à accroître tous ces risques. Et l'agriculture, le système alimentaire, c'est l'agriculture, la transformation des produits, leur distribution et leur consommation sont un des facteurs de risque pour accroître ces impacts. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une industrialisation, une spécialisation et globalisation à la fois des systèmes agricoles et de leur aval, et puis à toutes les échelles, spécialisation dans les exploitations, les territoires, les régions, les continents. Et puis c'est aussi une occidentalisation des modes de consommation et une urbanisation croissante. Donc une seule et même crise. Alors, quand même un zoom sur des choses peut-être qui ne vous sont peut-être pas familières, mais c'est en France, tout simplement. C'est l'évolution du nombre de cas de diabète, donc qui n'est pas transmissible génétiquement. C'est le nombre de cas qui a doublé entre 1997 et 2013. Et vous voyez que c'est pour la classe d'âge moyenne, 45-75 ans en orange, que l'augmentation était le plus importante. Si on prend d'autres maladies, on a comme les cancers, polyarthrite, maladies coronariennes, autisme et dépression. C'est aussi pour la classe d'âge moyenne que l'augmentation est la plus importante. Et c'est pour la classe d'âge qui est en vert, pour les moins de 45 ans, que les augmentations sont plus importantes pour la maladie de Crohn et les spondylarthrites. Les politiques publiques, elles sont nombreuses dans le monde, en Europe et en France, mais je prends le cas de l'obésité des adolescents. En plus de 15 ans, malgré des politiques du type manger-bouger, le plan national nutrition santé, l'obésité a encore augmenté chez les adolescents, et aux dernières nouvelles, ça s'est tout juste stabilisé chez les adultes, après une augmentation très importante. Dans un autre domaine, Ecophyto, vous saviez qu'il y avait comme projet avec Ecophyto 1 de réduire par 2 les utilisations de pesticides. Ça a été un échec. Avec Ecophyto 2, c'est de nouveau un échec, alors que l'objectif français et européen, sans cesse repoussé,
Là, c'était pour 2020, mais maintenant, c'est pour 2030 pour l'Europe. C'est toujours de diminuer. Donc, on voit, malgré des politiques publiques par domaine, pour la santé, ça peut être pour les phytos, ça peut être pour l'eau, le plus souvent, mis à part pour l'antibiotique en élevage, ces plans sont des échecs. Et ça devient d'autant plus inquiétant qu'il y a des exigences qui se font extrêmement pressantes. Je prends ici les émissions de gaz à effet de serre de la France. Vous avez sur le petit schéma ce qu'elles sont, comment elles ont évolué entre 1990 et 2015. Elles ont baissé de 0,5% par an. En vert, c'est l'agriculture. L'objectif en 2050, c'est d'atteindre zéro émission nette. Ça veut dire qu'il y a autant de séquestration, entre autres par l'agriculture, en ordonnée négative, qu'il y a d'émissions. Concrètement, il faut aller 9 fois plus vite que nous avons été par le passé. Pour l'agriculture et l'alimentation, il faut diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2. Ça veut dire que les améliorations à la marge, les bonnes pratiques ne sont pas suffisantes. Et le quota dont nous disposerons en France en 2050, c'est environ 2 tonnes de CO2 pour toutes nos activités, manger, se chauffer, se déplacer. Ça correspond déjà aux émissions de notre alimentation. Est-ce que pour autant, on ne va plus manger? Non, mais ça va supposer des changements radicaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit, c'est pareil pour l'agriculture, on est passé à un moment où on ne peut plus se satisfaire d'améliorer les systèmes agricoles et alimentaires, comme moi-même ou tous les chercheurs l'ont fait depuis 30-40 ans. Il faut passer à la vitesse supérieure. Tout est lié, c'est ce que j'essayais de vous illustrer rapidement, ça veut dire qu'il faut des changements systémiques. C'est pour ça que le Nexus Santé est au cœur, ça veut dire qu'il faut faire des changements concomitants dans la santé des individus et des organismes. Or, on sait actuellement qu'elle se maintient, la santé des plantes en Europe, elle est bonne, notre santé, on vit quand même moins longtemps en bonne santé, mais c'est de plus en plus coûteux, soit en termes de pesticides, soit pour la sécurité sociale et pour combien de temps. Et ça veut dire de manière concomitante qu'il faut améliorer la santé des écosystèmes. On sait que ça se dégrade, pour le climat c'est irréversible, pour les sols ça ne l'est sans doute pas. Il y a une certaine complexité, c'est la raison pour laquelle il faut des changements transformatifs, c'est-à-dire des pratiques, certes pour créer des synergies, mais il faut changement dans les représentations qu'on se fait des habitats, dans les représentations qu'on se fait du vivant, et donc il faut de la prévention, il faut un changement de paradigme, faire de la prévention dans tous les domaines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors la santé globale, on en parle partout maintenant. C'est à l'agenda des scientifiques. Ça a été boosté par la Covid, puisque justement on montre que c'est bien un problème de santé globale. Si c'est bien comme une hypothèse due à une zoonose, ça veut dire la déforestation accroît le risque de zoonose et la malbouffe accroît les risques des formes graves de la Covid. C'est repris aussi par des fondations, vous avez sur la gauche, y compris par le monde agricole. Par exemple, l'association Bleu Blanc Cœur, qui a fait une série de webinaires justement sur comment améliorer de manière concomitante la santé du sol, la santé des animaux, la santé de la planète et la santé humaine. On s'est repris aussi dans différentes conférences les mots-clés. Ça veut dire que si on veut vraiment rentrer dans un nouveau paradigme, il faut changer nos façons de produire, ça nous est familier à l'INRA, mais aussi nos façons de consommer et les politiques publiques à tous les maillons du système alimentaire. La santé globale, c'est une santé sans frontières et la Covid nous le montre bien. Alors, je rentre dans le vif du sujet maintenant et je commence par l'alimentation. Pourquoi? Même si ce n'est pas mon cœur de compétence, parce que l'alimentation, c'est le moyen peut-être d'accélérer ou d'accompagner le changement dans l'agriculture. Et donc, en 2 mots, compte tenu de ce que je viens de dire, il faut une alimentation pour la santé, bien sûr, mais aussi l'environnement, dont le climat. Et actuellement, on est un petit peu perdu, puisque montent en puissance les viandes cellulaires et une diversité de régimes alimentaires. Prenons les choses tout simplement. Le programme national nutrition santé, qu'est-ce qu'il dit? Qu'un tiers des Français consomment plus des recommandations de viande rouge dépassent les 500 grammes de viande rouge recommandée. Les 2 tiers de Français consomment plus des 150 grammes de charcuterie par semaine, que la proportion de protéines animales qui devrait être ramenée à 50% est encore de 2 tiers. 3/4 des Français ne consomment pas assez de fruits et légumes et 95% des Français ne sont pas à la hauteur des recommandations pour ce qu'on appelle les fibres, c'est-à-dire les enveloppes a priori non digestibles ou peu digestibles des cellules végétales, et les oméga-3 qui sont des acides gras à longue chaîne. Je vais longuement y revenir. Et puis, il y a trop de calories consommées et trop de calories apportées par les aliments ultra transformés, 35% de ces calories.
Euh, alors, un petit rappel sur pourquoi tout ça c'est important. Eh bien, en fait, on a pensé jusqu'à maintenant notre alimentation par rapport à nos besoins, nous, humains. Il s'avère qu'on est des auxiliaires de santé qui sont les bactéries intestinales, donc qui constituent notre microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, lorsqu'il est comment dire, appauvri, il génère des molécules, des composantes inflammatoires qui sont à l'origine de la plupart des maladies que j'ai citées dans mon introduction, maladies du cerveau, des poumons, du cœur et des reins, et qui correspondent, qui engendrent aussi un affaiblissement de notre système immunitaire. Donc sur la figure de droite, quand on se déplace de la gauche à la droite, il y a un appauvrissement de la diversité de notre microbiote, ce qui crée des dysbioses intestinales et des inflammations. C'est à l'origine, c'est un facteur de risque pour toutes les maladies chroniques que j'ai citées non transmissibles, mais c'est aussi à l'origine des formes graves de la Covid, pour parler de l'actualité. Alors, concrètement, vous avez ici une balance en haut avec des aliments favorables à ce microbiote en vert ou défavorables. Les aliments favorables permettent de contrôler les inflammations et la perméabilité intestinale, et inversement quand c'est en rouge. Il y a en vert, il y a les fibres et les oméga-3. C'est l'équivalent du carburant de la voiture et de l'huile. Si vous n'avez pas de carburant, vous ne roulez pas. Si vous n'avez pas assez d'huile ou une huile en quantité insuffisante, votre moteur ne va pas tenir longtemps. Et je répète que 95% des Français ne sont pas au niveau des recommandations. Il y a aussi tout ce qui est micronutriments, et dans les aspects négatifs, donc ce sont des données validées par la littérature, impactent négativement ce microbiote les additifs alimentaires qu'on trouve dans les AUT, les aliments ultra transformés, et les sucres rapides. Ce qui est marqué, ce qui est entouré en gras, c'est des choses qui sont quantifiées. On connaît les besoins, notamment pour les fibres et les oméga-3, et on connaît les apports. Maintenant, quand on transpose ça au niveau de la diète, de notre menu, eh bien, ça revient à augmenter les céréales complètes, les quantités de fruits et légumes. Ça revient aussi à réduire la proportion de protéines animales par rapport aux protéines végétales. Ça a un impact sur les modes d'élevage. Quel que soit le mode d'élevage, il y a des protéines de qualité, mais les fameux acides gras dont j'ai parlé, oméga-3, comme les AGS, acides gras saturés, sont très dépendants des modes d'élevage. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui relève de l'agriculture biologique ou des agricultures agroécologiques qui vont impacter la teneur en micronutriments des produits et la teneur en résidus de pesticides. Quand on regarde sur le bas de la diapositive, les choix alimentaires, bien sûr, vont avoir un effet sur toutes les composantes de la diète. La transformation, ça va être surtout sur le caractère complet ou non des céréales, mais aussi sur les types d'huile alimentaire transformée. Et l'agriculture va avoir un impact sur, bien sûr, la quantité de fruits et légumes, leur qualité. Les modes d'élevage vont avoir un impact sur la composition des produits et bien sûr sur tous les résidus de pesticides. Maintenant, pour terminer cette partie, l'alimentation, ce n'est pas une découverte, mais ça impacte beaucoup notre environnement, puisque en haut à droite, vous voyez que quand on consomme 100 grammes de protéines végétales type lentilles, on émet 2 à 3 kg de CO2, alors que de la viande rouge, on émet 10 fois plus. Ce qui explique sur le graphique en bas à gauche que le régime actuel moyen, c'est de 1600 kg par an, alors qu'un régime de type méditerranéen, c'est moitié moins. Et ce qui est en bordeaux ou bleu, ce sont les produits animaux. Et pour vous convaincre du bien fondé de ces régimes, je vous montre ici les résultats de l'enquête Nutrinet Santé, où vous avez la comparaison, une segmentation de la population enquêtée en 5 quintiles. En bleu, quand vous regardez en haut à droite, c'est le quintile moyen. Donc, en rouge, c'est le quintile qui est le moins bon pour la santé et l'environnement. L'environnement, c'est l'énergie, le besoin en terre, les gaz à effet de serre. Et en vert, c'est le quintile qui est le meilleur. Alors, quelles sont les caractéristiques du quintile le moins bon? Une quantité totale de protéines consommées qui est élevée, 1,5 g par kilo de poids corporel. Donc, si je pesais 100 kg, ça ferait 150 grammes, ce qui n'est pas le cas. Et sachant que la population française, en moyenne, consomme 1,4, alors que les besoins sont de 0,8 g par kilo. Donc, 3/4 de protéines animales. Donc, il n'y a pas l'huile dans le moteur, hein. L'huile est usagée, puisqu'il n'y a que 16 grammes par jour. Il n'y a pas le carburant, pardon. Et pour le régime en vert, bien, on est au niveau des recommandations, 1,1 g par kilo de poids corporel, dont 50% de protéines animales, et on est au bon niveau pour les fibres. Vous regardez maintenant le graphique radar. Sur la droite, c'est les indicateurs santé, il y en a deux, donc il n'y a pas photo, le vert est mieux que le rouge. Mais maintenant, vous regardez sur la gauche les besoins en énergie, le besoin en terre pour se nourrir en termes de mètres carrés par jour, et les émissions de gaz à effet de serre
en équivalent CO2 par jour. Eh bien, le régime qui est le meilleur pour la santé, le vert, utilise 2 fois moins de surface et émet 2 fois moins de CO2. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, il faut sortir des débats végétariens, véganes, pas de viande, tout ça, c'est trop caricatural. Il faut avoir des approches holistiques. Sachant que je n'ai pas le temps de détailler, mais on peut aller encore beaucoup plus loin en prenant en compte la nature des ressources utilisées pour nourrir les animaux, finalement. Est-ce que c'est à l'herbe, pas à l'herbe, et puis l'impact de ces modes d'alimentation des animaux sur la santé, comme je l'ai dit. Alors, conclusion, il est nécessaire de passer d'une vision strictement nutritionnelle, comme ça le fait dans le plan national nutrition santé, à une vision multidimensionnelle. C'est l'alimentation pour la santé et l'environnement. Il faut passer d'une vision basée sur les bilans d'énergie, les calories et les protéines, à une vision basée sur les besoins spécifiques de notre microbiote. J'insiste là-dessus, il y a des besoins spécifiques. Notre microbiote, si on veut en faire un allié, il faut subvenir à ses besoins. Conséquence, comme il faut moins de produits animaux, ça revient à revoir l'utilisation des terres. Il faut beaucoup plus de légumineuses pour remplacer une partie des protéines animales, plus de fruits et légumes. Dans les façons de produire, la bio doit prendre toute sa place et des agricultures alternatives avec beaucoup moins de pesticides. Et puis aussi, il faut revoir les façons de transformer dans l'industrie. Il y a beaucoup trop d'aliments ultra transformés. Le Nutri-Score n'est pas un obstacle à ce degré de transformation. Donc, il faut imaginer d'autres formes de qualification des produits. Et donc, il faut, dans les territoires, construire une offre en produits à forte, il y a une erreur, où il faut réduire il faut construire une offre en produits à plus forte densité nutritionnelle, donc moins énergétique. Je passe à l'agriculture. J'ai mis ici des visions un petit peu caricaturales qui font au cœur des débats. Ma proposition, alors déjà, rappelons ce que c'est que l'agriculture en France. En bas sur la carte, vous avez la carte de France sur les cultures annuelles. La France, c'est 50% de blé et le reste à partager entre le maïs, le colza et le tournesol. Les petits points, c'est des cultures qui ont disparu, notamment les légumineuses. Alors que les légumineuses sont à la base d'une agriculture agroécologique. Vous avez en bas, à droite, les émissions de gaz d'effet de serre de l'agriculture, 90 millions de tonnes en équivalent CO2, 40% de méthane, 40% de protoxyde d'azote, et l'élevage au travers de la fermentation entérique, des émissions des déjections, c'est aussi les 2/3. Alors, il faut sortir d'une vision caricaturale de l'agriculture où on ne l'imagine, on l'évalue qu'à travers des impacts. Par définition négative, ça consomme de l'eau, de la terre, de l'énergie, ça contribue au dérèglement climatique, à l'eutrophisation, particules fines et autres. Mais l'agriculture peut ou devrait rendre des services à la société, en régulant le climat au travers de la séquestration du carbone, la qualité de l'eau, en atténuant naturellement les pesticides, en stockant et restituant l'eau et en améliorant la valeur nutritionnelle des produits. Et pour ça, il y a 2 leviers, l'agroécologie et l'économie circulaire. Je vais prendre d'abord le cas des productions végétales, puis ensuite l'élevage. Un petit rappel d'agronomie, vous avez en bas l'agriculture conventionnelle. Donc on met beaucoup d'intrants, et il y a beaucoup de fuites vers le sol et vers l'air. Et la voie d'amélioration qui est privilégiée pour améliorer ces systèmes, c'est la génétique et l'agriculture de précision. Le bon produit à la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Mais ces formes d'agriculture reposent beaucoup sur les pesticides et les travails du sol. Et il y a 2 alternatives, je caricature. Une sur la droite, qui est l'agriculture biologique. Vous voyez qu'on accélère, on augmente la taille du cercle central, donc tout ce qui est vie biologique du sol, et on réduit les impacts, l'absence de chimie, mais on continue à travailler le sol, ce qui est défavorable à la biodiversité. Et il y a une forme d'agriculture qui est basée sur la santé du sol, où on accroît beaucoup plus la vie biologique du sol, on a des rendements un peu équivalents à l'agriculture conventionnelle, notamment en réduisant ou en supprimant le travail du sol, mais on utilise encore des pesticides. Ces 2 formes d'agriculture, par contre, produisent des services à la société au travers des rotations, des légumineuses, des cultures associées et des intercultures. Et quand on va aller plus loin, il faut tenir compte aussi de la biodiversité à l'échelle du paysage et de l'intégration beaucoup plus forte qu'elle n'est actuellement, puisqu'elle n'existe pratiquement plus entre culture et élevage. Alors voyons, vous regardez tout de suite le schéma de droite où je compare 3 formes d'agriculture. L'agriculture dite conventionnelle, c'est certes des moyennes, mais ça s'appuie sur des méta-analyses de la littérature. En bio, c'est le vert. Et en bleu, j'ai pris l'agriculture de conservation des sols qui repose sur 3 principes. Le non-labour, les rotations, la couverture permanente du sol. À droite, les impacts.
plus on est à l'extérieur du radar, moins il y a d'impact, donc mieux c'est. Et à gauche, les services à la société. Donc pour moi, c'est fondamental d'avoir cette vision holistique. Quand on regarde les impacts, le bio s'en sort mieux pour ce qui est écotoxicité et toxicité humaine, mais moins bien pour les 3 autres critères. Par contre, quand on regarde les services à la société, eh bien, l'agriculture conventionnelle est toujours moins bonne et l'agriculture de conservation des sols est toujours meilleure. Donc la conclusion de ça, c'est on ne peut pas, comme ça se fait actuellement, cibler et dézinguer le bio en regardant que le critère émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, c'est 20% moins bon, hein, si vous voulez, en évacuant tout ce qui ne nous arrange pas. Et donc, quand on travaille en partenariat avec plusieurs acteurs, il faut avoir ces visions holistiques, celles-ci ou d'autres qui peuvent être plus complètes. Je vais maintenant voir le cas de l'élevage. On a les mêmes problèmes. Je vais comparer les élevages intensifs spécialisés en rouge. L'agriculture biologique, par exemple, pour le lait, c'est que 3,5%, ou bien le lait à l'herbe, c'est 35% du lait en France. Je vais le comparer à la courbe bleue, qui est la filière bleu blanc cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est des élevages qui ne sont pas forcément biologiques, mais qui peuvent l'être. L'ajout de lin permet d'avoir des produits à forte valeur nutritionnelle, à valeur santé, puisque on double ou on triple les teneurs en oméga 3, dont 95% de la population est déficitaire, donc à un régime, on passe de produits animaux qui sont inflammatoires à des produits anti-inflammatoires, pour être direct. Et puis, il y a une autonomie en protéines à partir des légumineuses, avec des légumineuses cultivées en France. Quand on regarde les impacts, eh bien, les formes d'agriculture, chacune des 3 a ses points forts et ses points faibles. Quand on regarde les services à la société, le conventionnel est toujours moins bon et l'agriculture biologique ou l'agriculture ou les filières d'élevage bleu blanc cœur sont toujours meilleures. Je n'ai pas le temps de détailler, mais là encore, ça s'appuie sur un très grand nombre de données, y compris des données internationales. Ce n'est pas franco-français. Donc, pareil que pour l'alimentation, quelle conclusion? Il faut absolument articuler les approches impact et services. Alors actuellement, c'est 2 courants de pensée, y compris dans la recherche. Il faut passer d'un paradigme centré sur les technologies dans l'agriculture à un paradigme basé d'abord sur la biodiversité dans les sols et les paysages. Et les technologies accompagnent ce changement, mais elles ne le précèdent pas. Il faut prendre en compte le temps long nécessaire à l'atteinte de nouveaux équilibres biologiques. La santé du sol, ce n'est pas un claquement de doigts, ça peut demander 5 à 10 ans. Et puis, il faut utiliser la biomasse en cascade, d'abord pour l'alimentation humaine, puis pour l'élevage, puis éventuellement pour l'énergie. Conclusion, développer des évaluations multicritères et mettre de la lisibilité pour tous les acteurs dans les façons de produire. Il y a une profusion de labels et de cycles de qualité qu'il va falloir revoir. Et développer des formes d'élevage alternatives qui sont des coproduits des cultures. Et puis aussi utiliser les coproduits de l'élevage, par exemple pour la bétanisation. Et ça, c'est à des petites échelles dans les territoires. Dernière partie. Territorialisation du système alimentaire. Pourquoi? Verrou, principe, approche. J'en suis arrivé, vous avez ici le schéma d'un système alimentaire. De l'amont de l'agriculture, sur l'agrofourniture, à la restauration, à l'alimentation, soit chez soi, donc en tant que consommateur, soit en tant que client de la restauration collective. Et puis, je mets toutes les questions de santé sur la droite. En fait, le système que j'ai décrit très rapidement dans mon introduction, c'est-à-dire le partage du monde, le partage des régions, la spécialisation, la spécialisation des exploitations, la logique qui existe derrière, ce sont des économies d'échelle à tous les niveaux et des économies d'agglomération, c'est-à-dire des concentrations géographiques pour réduire les coûts, avec standardisation des produits. Bien, ce qui me semble, c'est que, je ne suis pas le seul, bien sûr, c'est que ces économies d'échelle et d'agglomération, avec tout ce qui suit en termes de standardisation, agrandissement des exploitations, arrachage des haies, toute cette grosse mécanique, finalement, ça empêche les changements dans l'agriculture et dans la consommation, dans l'alimentation. Et que les agriculteurs, finalement, sont tributaires de l'offre en intrants et en services, et aussi tributaires de tous les organismes de collecte, de stockage. De même que le consommateur ou la restauration collective sont tributaires de l'offre en aliments et de tous les lobbies qui vont formater cette offre. Là, je suis au conseil de, je sais pas quoi, du PAT de la mairie de Paris, j'étais encore ce matin. Donc, il y a 30 millions de repas par an. C'est comment passer à une bonne alimentation sur les territoires avec 30 millions de repas. Et donc, il y a de nombreux obstacles. Et ça, c'est aussi lié pour partie à une santé qui est faite par le soin. On en voit actuellement avec la Covid, on parle à juste titre du vaccin et du masque, mais on ne parle pas de la bonne alimentation, alors qu'il y a de papiers scientifiques d'excellent niveau, validés internationalement,
qui prouvent le bien fondé d'une bonne alimentation pour la prévention. Il y a un manque de transparence entre la production et la consommation et de traçabilité, et une profusion de signes de qualité reposant sur un nombre très limité d'indicateurs. Et puis des politiques publiques en silo, l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, la santé, l'éducation. Donc l'agriculture et l'alimentation saine et durable, ça suppose de passer de chaînes de valeur mondialisées à une relocalisation pour créer les conditions de mise en œuvre des nouveaux paradigmes en agriculture et dans l'alimentation. En tant qu'agronome, j'en suis arrivé à cette conclusion. Donc j'ai mis sur ce schéma les 3 axes sur lesquels il nous faut travailler. En bas à gauche, l'alimentation. Et actuellement, y compris par les puissances publiques, on va vers une alimentation optimisée, mais la santé est assurée par les médicaments. C'est typiquement ce qui se passe en ce moment avec la Covid. C'est ce qui se passe aussi pour l'obésité, le diabète et patati patata. En haut, l'agriculture, on maintient une agriculture peu diversifiée et des formes d'élevage industriel. Donc c'est la santé encore des plantes et des animaux par les intrants. Et puis sur la droite, on a une mondialisation avec des accords de libre-échange sans mettre en cause le maintien des grandes spécialisations régionales. Alors qu'il nous faut aller vers le vert, un régime alimentaire de type méditerranéen, avec la santé pensée pour nos alliés que sont nos microbes. Il faut aller vers l'agroécologie, système biodiversifié, élevage plus réduit et réorienté, et la santé, la production agricole par la santé du sol et des paysages. Et puis il nous faut, au niveau de la chaîne alimentaire, plus de souveraineté agricole alimentaire et une alimentation, une mondialisation régulée. Donc, créer les conditions d'un changement de paradigme dans l'alimentation et l'agriculture, ça suppose de passer de chaîne de valeur mondialisée à une relocalisation et une reterritorialisation afin d'inclure les divers composants ou maillons de notre système alimentaire, ainsi que les processus écologiques et sociaux qui sous-tendent ces changements de paradigme. Qu'est-ce que j'entends par là? Les processus écologiques, ça veut dire qu'il faut combiner les plantes, la diversité des plantes à différentes échelles d'espace et de temps, y compris les arbres. Il faut faire plus de l'intégration culture-élevage, comme je l'ai déjà dit, mais souvent ce n'est que du greenwashing. Et puis les processus sociaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapprochement des consommateurs, des producteurs pour faire vite. Alors ça suppose 3 principes. Je m'appuie sur différents chercheurs, dont il y a aussi des collègues français. Donc l'autonomie. Et donc pour les agriculteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des dispositifs collaboratifs qui participent à cet égard à l'apprentissage en situation, parce que l'agroécologie, c'est savoir décliner des principes génériques en pratiques situées. Et si on ne fait pas ça, on va faire que des innovations qu'on appelle paramétriques. Et l'heure n'est plus à ces innovations paramétriques, car sinon ça va discréditer encore plus qu'elles ne le sont actuellement les politiques publiques. Il convient d'aider les professionnels de l'agriculture et de l'alimentation à disposer de plateformes aussi pour capitaliser et échanger les connaissances. Et là, le numérique a un rôle essentiel à jouer. Ce n'est pas que le pilotage automatique des tracteurs. Et il faut mettre en phase à la fois les formateurs à des visions plus holistiques des enjeux, mais aussi les acteurs de la restauration et de la santé. La proximité, elle est de multiples. C'est entre activités agricoles, au sein, donc, en gros, les plantes, les animaux et les arbres, pour développer des synergies, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, entre matières premières et de transformation. Donc, il y a tout à imaginer si on veut développer des légumineuses pour la consommation alimentaire et pas uniquement pour le bétail. Il faut que, comment dire, elles soient digestibles. Donc, il y a des progrès à faire. Il faut qu'elles soient gustatives. Et donc, il y a des créneaux à occuper pour cela au niveau des territoires. Et former des réseaux contractuels, partager la valeur, l'innovation entre producteurs et consommateurs par des circuits courts avec peu d'intermédiaires, y compris à l'exportation. Et ça, c'est nécessaire de recréer ces liens de proximité pour recréer de la confiance par la transparence. Et là, tous les labels ont un rôle clé à jouer, mais comme je l'ai dit, il y a une profusion, si bien que ça devient illisible, y compris pour les chercheurs eux-mêmes. Et là encore, on avait surtout des labels, comment dire, santé, nutrition. Maintenant, on va voir les labels environnementaux comme l'éco-score. Ça va rajouter à la complexité. Un autre domaine, c'est tout ce qui concerne la solidarité et l'éthique. Il faut passer par des statuts d'entreprise qui intègrent la responsabilité sociale. Là, je vous invite à lire différents collègues qui sont plus compétents que moi, comme Rastoin et Bertrand Valliorgue. L'idée qu'il développe dans son dernier livre, c'est de faire des exploitations agricoles, des entreprises à mission. J'entends, les entreprises agricoles sont privées, mais elles impactent les biens communs que sont les sols, l'air
et l'eau. Et donc, en ce sens, c'est normal qu'il y ait un certain contrôle et une rémunération des services qu'ils peuvent rendre à la société. Et puis aussi, il faut qu'il y ait un certain nombre de solidarité en imaginant des statuts d'entreprise qui intègrent la responsabilité sociale environnementale ou des formes de coopératives pour l'organisation des filières et la mutualisation des ressources. Alors, œuvrer pour les transitions, quel périmètre? J'ai été chercheur, vous l'êtes. Le système alimentaire, vous avez vu, c'est complexe. On a vu que actuellement, la Covid, donc des maladies similaires, hein, c'est déforestation à bout du monde, c'est lié à, et finalement, ce qui se passe en termes de santé, c'est lié à mon microbiote. Donc, tout le monde ne va pas travailler sur tout. Donc, ce qui me semble important, c'est de bien identifier le contexte de la recherche, ce que j'ai mis ici en bleu, et après de définir surtout son objet. Et l'objet n'est pas obligé de couvrir l'ensemble du système alimentaire. Mais quel que soit l'objet, même s'il ne concerne qu'un maillon du système alimentaire, ça me semble très important de l'inscrire, cet objet, compte tenu du contexte. Et j'ai mis ici cette petite flèche horizontale blanche pour ne pas faire l'impasse sur ce contexte. Parce que sinon, on va faire des ajustements, comme je disais, paramétriques à minima, alors qu'il faut des changements transformatifs, où on va faire des déplacements de problèmes, c'est-à-dire créer des effets rebonds. Actuellement, quand on travaille sur l'autonomie en élevage, c'est une fausse bonne solution, puisqu'on remplace des protéines importées des légumineuses, le soja, jusqu'à maintenant par le colza qui n'était pas une légumineuse, et actuellement on le remplace par des légumineuses, mais sans envisager le redimensionnement de l'élevage. Or, le redimensionnement à la baisse est nécessaire pour atteindre les objectifs de changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'objet, ça peut être l'agriculture élevage, ça peut être les ceintures maraîchères et la restauration collective, mais sans perdre de vue ce changement global. Il faut prendre en compte tous les domaines de santé que j'ai indiqués. Ensuite, c'est comment, il y a plusieurs possibilités, et on peut faire ce que j'appelle tracer le chemin pour la transition. Bon, c'est un travail qu'on avait fait à Toulouse, mais il y en a bien d'autres où, compte tenu d'une situation de départ, on définit des scénarios, et après on fait un espèce de chemin inverse, où on définit quelles doivent être les étapes de la transition. Sachant que les points, comment dire, clés peuvent concerner les ressources naturelles, ça peut concerner les exploitations agricoles, ou ça peut concerner les chaînes de valeur. Donc, ce sont des cas très généraux. L'important, c'est être à même de resituer ce qu'on fait au sein d'un ensemble plus vaste pour éviter les dérives ou les lacunes que j'ai indiquées. Et puis, il y a d'autres manières de faire, ce que j'appelle accompagner la transition chemin faisant. Voilà, je vous renvoie à l'article, je ne suis pas compétente, on pourra en parler, mais c'est des recherches, des recherches beaucoup plus interactives. Donc, à la différence du cas précédent, où on définissait un futur en partenariat dans les territoires, et puis on imaginait le chemin et les étapes qu'il fallait parcourir. Là, il n'y a pas forcément cette anticipation, il y a plutôt, c'est au cours de la recherche qu'il y a des interactions entre recherche et acteurs pour définir des points d'étape et voir comment on peut les solutionner. Il y a aussi quels acteurs. Et ce qui me semble important et ce qui est générique, c'est que même, tout le monde ne travaille pas sur tout. Mais pour ceux qui travaillent sur les politiques publiques, le mot-clé décloisonnement me semble important. Et ça, donc je le vois par exemple, j'étais dans une soutenance de master sur les plans d'alimentaires territoriaux. Le ministère de la Transition agroécologique voulait évaluer leur impact environnemental, mais comme la main sur les PAT, c'est le ministère de l'Agriculture, il y a eu de plus ou moins de l'obstruction pour qu'une telle évaluation puisse se faire. Donc, il faut avoir conscience que le décloisonnement ne concerne pas comme la recherche, comme je l'ai dit en introduction, y compris à l'INRAE, mais ça concerne aussi les politiques publiques. Et puis, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il y a 10 ans, on disait, oui, l'agroécologie, c'est une alternative par rapport à l'agriculture de précision, tout ça. Je crois que le débat est fini, la messe est dite. Il faut aller d'emblée maintenant pour avoir une visée transformative, et y compris dans l'enseignement. Alors, pour les acteurs économiques, on le voit bien, il faut couper des approches filières et territoires. L'autre jour, j'étais avec les groupes filières sur les fruits et légumes et sur les productions animales en France. Si on raisonne par filière, chacun défend sa filière, chacun va améliorer sa filière. Le problème, c'est qu'il ne s'agit plus d'améliorer les filières, sinon on ne parviendra pas à satisfaire tous les objectifs que j'ai énoncés. Et donc, il faut coupler ces approches interfilières, et ça se fait au niveau des territoires.
Et pour engager cette territorialisation, il faut bien sûr travailler avec les acteurs économiques, bien sûr avec les consommateurs, mais aussi avec les ONG, les fondations. Et vous avez vu dans mes premières diapos qu'elles ont su se saisir très tôt du concept de santé globale. Et je fais aussi allusion à un rapport paru récemment, notamment sous l'égide du WWF et d'autres institutions. Ils ont fait une comparaison des labels. Je vous disais qu'il y a une profusion de labels et que tous ne se valent pas. Il y a un travail qui mérite d'être qualifié de recherche dans ce qu'ils ont fait. Et puis, pour terminer, j'insiste sur la nécessaire évaluation multidomaine. Je vais insister tous les domaines de santé que j'ai présentés et multi-échelle des systèmes agroalimentaires. Eh bien voilà, merci de votre attention. Et ce que je dis, cette approche santé globale, c'est important pour éviter, certes c'est une image, mais on y court, pour que la neige soit une AOC, une appellation d'origine contrôlée, que les maladies chroniques sont en augmentation partout dans le monde, en Europe et en France, que l'origine génétique de ces maladies, c'est pour 20% en moyenne la génétique. Ça, c'est un papier récent qui a travaillé sur des jumeaux homozygotes, ce n'est pas contestable, et que les épidémies comme celles que nous vivons, c'est-à-dire les maladies infectieuses qui traversent le monde, ce qu'on appelle la santé planétaire, eh bien leur nombre, leur fréquence et leur intensité est en augmentation depuis 50 ans. Donc c'est bien l'ensemble de ce défi qu'il faut relever. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale, mais ce qui n'empêche pas de travailler, ou au contraire, ce qui justifie de travailler au niveau des territoires, comme le propose Tetrae, parce que cela, c'est un des lieux privilégiés où vont se faire les interconnexions entre acteurs. Et juste une phrase pour terminer, il faut avoir cette vision globale. Parce que si je suis, par exemple, je connais bien l'élevage, dans telle région, je veux dire, j'ai amélioré l'élevage. Mais c'est oublier que l'élevage, globalement, il va devoir être redimensionné à la baisse, réorienté. Et donc, si chaque région ou chaque territoire se place dans une optique un petit peu défensive, ce n'est plus suffisant. Ça l'est à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut cette vision transformative dans les territoires, mais en ayant bien présent à l'esprit les changements globaux auxquels nous devons faire face. Merci pour votre attention. Et merci Michel pour cet exposé très, très riche qui répond bien à la commande à la fois sur thématique sur la manière dont Tetrae on envisage cette approche Nexus ou One Health et sur les modalités de mise en application dans le cadre des projets qui sont en gestation aujourd'hui et autour desquels on attend des différents partenaires qu'ils aient une approche qui soit effectivement plus intégrée, plus systémique à travers l'identification des interdépendances entre les modèles agricoles, mais aussi entre les fonctions alimentaires, écologiques et agricoles. Donc, tout de suite, on va laisser la parole au public, aux gens qui sont connectés pour les premières questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Alors, s'il n'y a pas de questions, a priori, c'est peut-être la première, toujours la plus compliquée. C'est Michael, vas-y. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé extrêmement riche. J'ai du mal un peu à clairement formuler la question, mais bon, je vais essayer de l'exprimer. De ce qui ressort de votre exposé, si j'ai bien compris, c'est par exemple qu'en termes de recherche, pour participer à toutes ces transformations systémiques, le mode de recherche privilégié, ce sera clairement la recherche-action. Et du coup, dans quelle mesure on pourrait contribuer à un enseignement, décloisonnement en intégrant des étudiants qui ne sont pas forcément des étudiants agronomes? C'est une question un petit peu difficile pour moi. Alors, ce que j'essaie, moi je suis parti, donc je suis qu'un agronome au départ.
j'ai pas forcément fait de la recherche-action, mais j'ai beaucoup travaillé en partenariat avec des agriculteurs et des éleveurs. Et puis, depuis maintenant 5 à 10 ans, je fais un petit peu l'équivalent dans l'alimentation. Ce que j'ai compris, c'est que, compte tenu des enjeux, qu'ils soient environnementaux ou sanitaires, c'est vraiment des changements, comment dire, des virages, des changements de braquet qu'il faut faire à la fois dans l'agriculture et l'alimentation. Et que ça peut justifier, comment dire, ça justifie des travaux de recherche en tant que tels, alors dans le champ de l'agriculture au sens large, hein, mais que pour faire comment dire, contribuer à ces changements en tant que chercheur, je vais travailler avec des partenaires, mais là, il n'y a pas un modèle unique. Hein. J'ai décrit deux orientations que j'ai connues ou auxquelles j'ai participé avec mes collègues. Hein. J'ai un peu comment dire, le travail chemin faisant, donc qu'on appelle la recherche-action. J'ai travaillé aussi beaucoup plus sur l'élaboration de scénarios et puis de voir quelles étapes il fallait atteindre pas à pas pour se donner des chances d'aboutir à l'objectif. Donc, je veux dire, ça peut être des travaux d'agronomie au sens large. Ça, c'est le premier point. Donc là, je parle en tant qu'agronome ayant une expérience là-dessus. Mais ce que j'ai pris conscience aussi récemment, donc je formule la question en tant qu'agronome, des économistes ne sont pas forcément, ont peut-être une meilleure idée, c'est que pour ces changements de paradigme puissent se faire dans l'agriculture et l'alimentation, ça suppose aussi des changements dans l'amont et dans l'aval, puisqu'il y a des verrouillages qu'on appelle sociotechniques très forts. Et là, il y a des formes de recherche aussi qui sont, comment dire, enfin, ou des démarches ou des approches qui sont plutôt l'apanage, je peux dire, des collègues et des chercheurs en sciences économiques et sociales. Moi, je suis agronome, donc je me situe plus dans ce que j'ai présenté précédemment, à savoir élaboration de scénarios. Mais pour élaborer ces scénarios, je peux aussi développer des travaux en agronomie, comment dire, plus classiques, hein, par des enquêtes de terrain et autres. Je ne suis pas sûr d'être très, très clair parce que c'est une question très, très large. Mais on peut peut-être y revenir parce qu'on a, une demi-heure pour débattre au travers de la réponse à d'autres questions pour que je précise ma pensée. Merci, merci. D'autres questions? Pas pour le moment. Alors, en attendant que les questions émergent, moi j'en avais une, Michel. Tu dis dans ton exposé qu'il faut tracer le chemin pour définir les étapes de la transition. Est-ce que tu pourrais préciser ton propos et notamment, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas un processus linéaire en fait. Et comment est-ce qu'à travers les différents travaux qui ont été menés, comment est-ce que vous envisagez ce processus de transition et les étapes de transition à mettre en place? Notamment, pour être encore plus précis, est-ce qu'il faut d'abord changer les modes de production agricoles? Est-ce qu'il faut, quelle est la part qui revient à l'alimentation? Est-ce que c'est premier? Comment est-ce que vous articulez ça dans la dynamique entre les différents systèmes? Oui. Alors, tu me dis vous d'abord qu'on se tutoie, donc, mais oui, Michel. Parce que je dis vous dans les travaux. Oui. Et puis, comme je ne suis plus actif, il faut savoir que je suis à la retraite depuis 2 ans et demi. Quoi, voilà. Alors, c'est pour ça que le vous me gênait. Donc, je n'ai pas la prétention j'ai plus le droit de souscrire des projets de recherche. Donc, je peux prendre une expérience que j'ai vécue là où j'étais cheville ouvrière avec 2 ou 3 collègues. On travaillait dans l'Aveyron justement sur ces questions de polyculture élevage. On avait 2 régions spécialisées, une qui équivalait à la Bretagne, une qui équivalait à la Beauce. Et finalement, ce qu'on a, avec, vous imaginez, les impacts sur l'environnement, en gros, trop forte concentration d'élevage dans un endroit, étant dans le sud-ouest, une zone de grande culture très tributaire de la disponibilité en eau dans le fleuve, dans la rivière Aveyron. Quoi. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a, on a défini finalement un objectif un petit peu de réduction finalement des impacts, en gros consommation d'eau, si vous voulez, un peu sur l'équivalent de la Beauce, et réduction des émissions d'azote sur le côté Aveyron. Et on a imaginé, donc à coup d'ateliers participatifs et de l'utilisation de référentiels ou de modèles agronomiques, les changements qu'on pouvait faire. Et donc, on a vu les changements qu'on pouvait faire dans les exploitations, d'une part d'élevage, d'autre part de culture. Et après, on a vu quelle complémentarité il pouvait y avoir, parce qu'en gros, ça revenait, pour faire vite, à introduire de la luzerne dans les exploitations de grande culture et à réduire
l'importation de tourteaux de soja dans les exploitations d'élevage. Et la luzerne pouvait servir de vecteur. Et après, il a fallu derrière aussi, on a évalué, on a vu la situation de départ, donc catastrophique. On a imaginé donc des objectifs de réduction. On a imaginé après, en partenariat avec ces modèles, finalement, qu'est-ce qui se passe si on fait de la luzerne. Et après, ça a donné lieu encore à des prolongements. Quels sont les apprentissages, notamment des cultivateurs dans la zone, l'équivalent de la Beauce, pour cultiver la luzerne, et quelle logistique, surtout, il allait faire mettre en place. Une logistique, ça veut dire qu'il y a des camions, ça veut dire qu'il y a des plateformes, ça veut dire qu'il y a des partages de connaissances, ça veut dire qu'il y a des coûts. Donc voilà qu'on a. Et donc ça, on l'a fait à l'échelle d'un. C'était pas un projet, c'était dans le cadre d'un projet européen, c'était pas Tetrae, mais ça aurait pu très bien se faire dans un projet de Tetrae. C'était typiquement dans la philosophie de Tetrae. Ce que je viens de dire là, donc c'est juste un tout petit exemple. Ça veut dire que je parle en tant qu'agronome là. Je n'ai pas la prétention de parler pour les sciences humaines et sociales. Nous étions que des agronomes. Ça peut se reproduire pour différentes questions agronomiques. Et que ça pourrait se faire aussi dans le domaine de l'alimentation et de la restauration collective aussi, sur des approvisionnements locaux. Donc, il y a quel est l'état, comment dire, de l'alimentation, quelles sont les ressources au niveau d'un territoire, et puis de voir comment on peut faire converger. C'est ce qui se fait actuellement un peu avec la mairie de Paris là. Mais ça, c'est une partie des travaux que je dirais que je qualifierais de sectoriels. Dans mon schéma avec les petites bulles finales, c'est-à-dire le contexte est très grand et en fait, on zoome sur un petit maillon. Mais on peut avoir après des travaux de sciences économiques et sociales qui vont plutôt travailler plus sur d'autres aspects, comment dire, plus sur les transitions, sur les verrous, sur à quoi les agronomes sont moins familiers. Donc voilà un début de réponse. Je vois qu'il y a une question là, quelqu'un dit qu'est-ce qu'on appelle l'approche One Health, quoi. Oui, tu pourrais peut-être préciser. C'est Sylvie, ou je ne sais pas, Sandrine, je ne sais pas, Guyot, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 20 ans, on parle de One Health, assez peu à l'INRA, à ma connaissance, mais beaucoup dans le monde. Et l'approche One Health, c'est un peu une approche qui a privilégié les maladies comment dire, transmissibles de l'homme, de la faune sauvage à l'homme. Il n'y a pas eu que ça, mais c'est essentiellement les maladies infectieuses et tout ce qui est antibiorésistance. Ensuite, il est apparu l'approche environmental health. Environmental health, c'est tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens, tout ce qui est la pollution liée à certaines industries, mais aussi à l'agriculture. Donc, il y a les pesticides, il y a les particules fines et autres. Donc, tout ce à quoi nous sommes exposés. Et puis ensuite est apparu plus récemment la santé planétaire. Non, il y a une version de RP. Mais j'ai fait une double. La santé planétaire, vous voyez, il y a une dimension là, comme ça, internationale, et on s'intéresse, comment dire, aux migrations d'organismes. Alors ça peut être les virus, les plantes invasives, mais aussi comment dire, au rapprochement des modes de vie. Par exemple, le fait que le régime occidental, très à base d'aliments ultra transformés, se généralise. En gros, le régime McDo, pour faire vite, se généralise dans le monde. Ça fait partie de l'approche One Health. Et l'approche Global Health, que j'ai présentée très rapidement, ou illustrée de manière ponctuelle, c'est la combinaison de l'approche One Health, donc les maladies infectieuses, à l'approche à la santé planétaire et à la santé environnementale. Je l'ai dit, j'ai décrit très rapidement sur le schéma circulaire. Oui, c'était moi, là, Sylvain. C'est Sylvain Guyot. Excusez-moi, oui, voilà. Il n'y avait pas le prénom, il faut mettre le prénom. Moi, je travaille à BIA, là, dans une unité qui travaille donc plutôt sur la transformation, voilà, la transformation des produits, les procédés et tout ça, et transformation végétale et produits végétaux. Et oui, c'était juste pour ça. Je me posais la question si l'approche One Health, c'était vraiment la même chose que l'approche. Non, là j'approche. C'est plus restreint alors. Non, oui, One Health, c'est plus restreint. Actuellement, il y a des ambiguïtés. C'était, je crois qu'à un moment, tu présentes une diapo, il y a les trois, donc il y a la santé du sol, la santé humaine et la santé en fait, animale. Mais c'est, enfin, le sol, enfin, il y a aussi la santé, je pense qu'il y a la santé des plantes aussi qui est. Mais elle y était. Non, je suis passé rapidement. D'accord, ok. Non, il y avait les hommes, les humains, quoi. Oui. Les animaux et les plantes. Ensuite, il y avait les écosystèmes, il y avait les sols, il y avait les écosystèmes locaux, si je puis dire, sur des petites, en gros à l'échelle de quelques centaines de mètres kilomètres.
Et après, il y avait les biomes à l'échelle planétaire. Et ce que j'avais mis autour, c'est trois courants scientifiques. Le One Health, donc c'est surtout les animaux et les humains en considérant l'environnement comme un vecteur des virus et des bactéries. La santé environnementale, je l'avais mis sur le haut, parce que souvent ça passe par le sol et ça transite sur la planète. Et la santé planétaire, c'est une autre dimension, je l'avais mis aussi ailleurs. Donc il faut voir ces trois courants de recherche. Et là, c'est une tentative qui est un petit peu avec quelques collègues, qui est un peu personnelle, mais c'est aussi repris dans le monde. Un Global Health, on trouve partout maintenant, même j'avais appelé ça santé unique avant, qui cherche à articuler, comment dire, ces domaines de ces approches, en les ciblant au système alimentaire. Parce qu'il faut voir, ça dépasse largement le système alimentaire, ces approches. Il n'y a pas que l'activité agricole alimentaire. Voilà. Non, non. Et là, donc il y a à la fois un élargissement par rapport au One Health, parce qu'on ne parle pas que de virus et de bactéries, on parle de polluants aussi, on parle de plantes invasives, hein, voilà. On pense de façons de produire et de façons de consommer qui se divulguent à l'échelle de la planète. Et après, il y avait une espèce après, il y a un rétrécissement pour le cantonner à ce que j'appelle le système alimentaire, c'est-à-dire le sol, les plantes, les animaux, les hommes et puis les écosystèmes. Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être un lien qu'on oublie aussi, c'est le lien entre ce qu'on peut faire pour la santé des plantes et les conséquences que ça peut avoir sur la qualité nutritionnelle des produits végétaux. Je pense que par rapport à ce que tu disais sur les micronutriments, en fait, les micronutriments de notre alimentation, c'est aussi souvent des molécules qui, dans la plante, peuvent avoir des rôles de défense contre les maladies de la plante aussi. Oui, non, mais ça, voilà, tu as tout à fait raison. Il y a un courant de recherche actuellement très fort en agronomie. Oui. On assure la santé des plantes voilà. par la santé du sol et par une certaine forme d'une mosaïque du paysage. Donc, j'appelle ça santé du paysage. Voilà. Mais ça, c'est typiquement là-dedans. Hein. Je n'ai pas le temps de le développer. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien ça le changement de paradigme. Comme je disais, pour nous humains, c'est assurer notre santé par la santé du microbiote intestinal. Et le courant de recherche, le pendant en agronomie, c'est assurer la santé des plantes, en gros, par la santé au niveau de la rhizosphère. Voilà. Donc, ça suppose qu'il n'y ait pas trop de polluants et qu'il y ait des sols riches en matière organique, pour faire vite. Mais donc, partant, pour moi, c'est quand même une révolution, ça, qui s'est passée, enfin, pour moi, dans les 5 dernières années, c'est de penser la santé des humains, mais des animaux. Ça se passe la même chose chez les animaux. J'étais à un séminaire la semaine dernière sur le microbiote intestinal des animaux. C'est exactement la même chose. C'est de penser la santé des animaux au sens large par la santé du microbiote, qui est un allié. Mais cet allié, ce microbiote, n'a pas les mêmes besoins que nous, corporellement. Et puis, c'est de penser la santé des plantes aussi par la santé dans les paysages et dans la santé du sol. Mais ça va très, très loin, puisque ça remet en cause certains acquis ou certains fondamentaux de l'agronomie. Il ne s'agit plus de dire, par exemple, on a comparé dans le passé l'agriculture conventionnelle biologique, on a comparé avec beaucoup d'intrants, pas d'intrants. Mais ça, c'est caduc. Parce que si on raisonne maintenant, les acquis agronomiques sont, il faut d'abord mettre le sol au niveau, en quelque sorte. En gros, c'est la matière organique, pour faire vite. Et après, on va pouvoir travailler. Et donc, toutes les questions de transition, quand on est en bio, c'est simple. Hein, j'ai l'année 0, l'année 3, je suis en bio. C'est la règle. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau du sol et des animaux. Et que pour les travaux d'agronomie novateurs actuellement, montrent que pour assurer la santé des plantes, il faut aggrader un petit peu la santé du sol. Et que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 3 ans, forcément. Des fois, ça sera 2 ans, des fois, ça sera 10 ans. Et donc là, il y a tout un travail à faire ça fait des travaux d'agronomie renouvelés. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là le lien à Tetrae, c'est qu'il y a déjà des systèmes innovants comme ça. Ils ne sont pas forcément connus de la recherche. Et donc, il y a des recherches en partenariat qui vont permettre éventuellement d'identifier sur des systèmes atypiques avec lesquels on pourra travailler. Merci. Effectivement, question fondamentale, comme le rappelait Daniel, pour le programme Tetrae, qui pose aussi des débats sur la productivité de ces modèles par rapport aux modèles conventionnels, à la fois sur le court terme et le long terme. On a une question de Florence Beaugrand. Florence, si tu veux, je te la laisse exprimer oralement. Oui, merci beaucoup. Il y a vraiment une vision systémique dans la façon de voir les choses.
à laquelle j'adhère totalement. Après, elle rentre en opposition avec une question très pragmatique sur la façon dont on est capable de concevoir les projets de recherche et sur le fait que pragmatiquement, on va forcément avoir une frontière du fait des compétences disponibles, du fait de l'objet principal de la recherche, etc., qui fait qu'on ne va pas pouvoir intégrer toutes ces dimensions. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour, du coup, dans ce cadre-là, avoir une recherche qui ait du sens? Est-ce que c'est nécessaire, du coup, de systématiquement avoir une partie où on travaille sur quand même une mesure d'impact ou d'externalité sur les différentes dimensions, même si on ne travaille pas dessus de façon approfondie? Alors, je ne sais pas répondre simplement. Parce que moi, honnêtement, ma prise de conscience sur la complexité, bon, je l'ai toujours un petit peu, mais elle est vraiment devenue exponentielle ces dernières années. Et je le symbolisais, ça dans mon petit schéma avec la bulle bleue et la bulle rouge. C'est-à-dire que, à mon avis, on ne peut pas faire l'impasse de ne pas connaître la bulle bleue. C'est-à-dire la bulle bleue, c'est tout le contexte que j'ai décrit. Et les interrelations, elles sont multiples. Et ça, mais après, il faut de l'humilité, puis il faut être une certaine efficacité dans la recherche. Après, il faut démiliter un sujet, mais il ne faut pas faire abstraction de tout le reste. À un moment donné, il faut l'avoir. Enfin, je parle pas en termes scientifiques, j'ai du mal à parler en termes très scientifiques et rigoureux. Il faut avoir cette connaissance du contexte pour ne pas s'engager dans des fausses pistes. Je décrivais des fausses pistes, hein, ce n'est pas des critiques que je fais aux collègues, mais par exemple, se polariser sur l'autonomie en élevage, l'autonomie protéique, on n'arrête pas de parler de ça, sans prendre en compte le fait qu'on va devoir réduire la production d'élevage, sauf à exporter beaucoup plus. Là, je pense que c'est une limite de la recherche. Par contre, travailler à des élevages qui soient, comment dire, qui contribuent au moins, mais au mieux, et je l'ai montré une piste, parce qu'on peut avoir des élevages plus vertueux par la composition des qualités, de la qualité des produits. Je précise quand même, c'est que la plupart des produits animaux actuellement ont tendance à avoir une fonction du fait de la composition d'acide gras, ils contribuent à notre inflammation, alors qu'il peut y avoir des modèles d'élevage qui sont anti-inflammatoires. Donc avoir conscience de choses comme ça n'oblige pas de travailler sur tout, mais comment dire, ça donne de la... on prend un certain nombre de précautions pour éviter, pour réduire les risques finalement de se planter, quoi. Voilà. Je le vois comme ça. C'est plutôt une analyse de risque Oui. avant de concevoir le projet. Merci. Oui. C'est vraiment un point important parce qu'on a tout à fait conscience du caractère limité des projets qui vont être lancés dans Tetrae. Hein. Ce ne sont pas des grands projets européens à plusieurs millions d'euros, mais des projets beaucoup plus modestes. Et donc, on comprend bien la nécessité de devoir les positionner sur certaines composantes de la complexité du système qu'a décrit Michel. Mais par rapport à cela, il ne faudrait pas découper le réel en oubliant justement le contexte dans lequel ces projets apportent des connaissances nouvelles. C'est un point fondamental. Ce que dit Frédéric, j'adhère complètement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un regard critique sur son propre projet, en quelque sorte, de façon à anticiper des limites, de façon à identifier des limites. En être conscient, quoi. Mais il y aura forcément des limites, puisqu'on ne peut pas travailler sur tout. Laurence Denex, Denex, avait une question. Denex, bonjour. Bonjour Michel, merci beaucoup pour ton exposé qui était très intéressant. Et donc moi je voudrais rajouter un petit peu de complexité, la complexité en parlant du paysage, parce que en fait moi c'est une question que je me pose beaucoup, c'est de savoir comment intégrer ces agricultures qui n'ont pas toutes à la même vitesse. Certaines sont en très forte innovation, sont déjà parties vers le bio, l'agriculture de conservation ou autre chose, et puis d'autres restent avec des modèles anciens, et ça sur le même paysage, avec des interactions et des impacts les unes sur les autres. Donc, je voudrais avoir un peu ta vision, savoir comment on pourrait intégrer tout ça à l'échelle du paysage. Mais là encore, c'est une question difficile et je n'ai pas la réponse parce que le peu que je connaisse, je connais la littérature un petit peu sur ces sujets, mais l'effet paysage se manifeste sur quelques, alors ça dépend des organismes, mais sur quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres. Voilà. Et donc il faut, je pense déjà qu'il faut
je pense procéder à des évaluations multicritères de ces exploitations. Ça permet de faire baisser la pression en quelque sorte. Ça permet d'objectiver un petit peu. Je vous racontais ce qui se passe en ce moment dans la littérature, dans les médias, hein, par rapport au bio finalement. Il est ciblé, un critère, les émissions de gaz à effet de serre. Comme le bio ressort souvent moins bien lorsqu'il s'agit des émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit, bien, le bio est discrédité. Si vous prenez autre critère, c'est pour ça que, pour moi, fondamentalement, dans la recherche, là, on doit, parce que j'ai été, enfin, moi, un petit peu imbibé d'un courant de recherche sur les impacts, par définition négatifs. Ensuite, avec mes collègues, on a pris, dans le cadre de l'expertise EFES, on a travaillé sur les services. Mais en fait, il y a peu de chercheurs qui travaillent à la fois sur les services et les impacts. C'est pour ça que dans les 2 petits schémas radars que je vous ai présentés, j'ai fait avec un collègue cette tentative, quoi. Et à ce moment-là, après, j'étais extrêmement rapidement, il y a toute la question de… moi, je me suis appuyé sur la littérature scientifique, mais ça peut s'appuyer sur des données de terrain. Puis ensuite, il y a toute la question de la pondération. Et je pense que dans un projet Tetrae, on doit être à même de construire des choses un peu comme ça, basées non plus sur des modèles ou sur des revues de la littérature, en tout cas pas uniquement, mais profiter des travaux de terrain pour spécifier ces valeurs moyennes que j'ai indiquées. Et ça, ça peut donner lieu justement à des travaux constructifs d'échange avec des réseaux d'agriculteurs, d'une part pour éventuellement enrichir, prendre d'autres critères qui ne sont pas considérés ici, et puis d'autre part pour les pondérer. Et ça, c'est important lorsqu'il y a des acteurs de la puissance publique, je pense les DRAF et autres, ou n'importe qui, des collectivités territoriales. Parce que ce que je me suis aperçu, maintenant je fais des formations là, sur l'ensemble du système alimentaire, et bon, une des clés pour… c'est bien très modeste, hein, mais je m'intéresse maintenant, quand je fais des formations, j'ai souvent à la fois des acteurs de l'agriculture, tout ce qui tourne autour, mais aussi de la restauration et de la santé humaine. Et donc, pour moi, pour que ça avance, il faut que, dans les formations que je fais, il faut que les acteurs de l'agriculture comprennent les enjeux de nutrition et de santé, et réciproquement. Parce que sinon, l'autre jour, j'étais à un truc avec un député, c'est un député, bon, peu importe son étiquette, mais il est éleveur. Dès qu'on parlait de l'élevage, il voyait rouge, quoi, voilà. D'accord, mais c'était pas lui qui était ciblé, mais si on n'a pas cette vision holistique, on va rentrer dans l'optique, tout le monde est d'accord pour améliorer l'élevage, donc là, ça ne va pas être couper la queue du cochon et tout ça, mais le problème, il n'est plus là, quoi. Donc, à un moment donné, nous sommes tous dans le même bateau. Enfin, si on se regarde, si vous écoutez ou vous relisez les déclarations du Forum de Nice sur la biodiversité, les conclusions qu'ils tirent sont alarmantes. Et ça, c'est un caractère officiel. Donc, à un moment donné, il faut que chacun fasse sa part. Et pour que chacun fasse sa part, il faut faire un état des lieux. Et chacun, en tant que discipline, moi, agronome, d'autres techniciens, d'autres, peuvent contribuer à faire cet état des lieux. Et donc, essayer de quantifier, au moins de classer les situations, non pas sur un critère qui nous arrange, mais sur ceux qui sont importants pour le collectif qui travaille sur le territoire, mais aussi pour les politiques publiques. C'est important qu'il y ait ce mouvement top-down et bottom-up, parce que ça me semble des voies qui sont à explorer dans Tetrae. Et Tetrae est bien adapté à ça, il me semble. Et merci. D'autres questions? Oui, alors Marie-Thérèse Chaval. Oui, bonjour, je mets ma caméra, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence absolument passionnante et pertinente. Je voulais intervenir, c'est à la fois un peu une question, mais aussi un commentaire par rapport quand vous avez parlé de la santé par le microbiote intestinal. Moi, je suis chercheur au CNRS à l'interface entre la chimie et la biologie. J'ai beaucoup travaillé pour le diagnostic et maladies, thérapie anticancéreuse, mais je m'oriente actuellement sur l'alimentation, justement, en prévention en santé humaine. Et la façon de le présenter, là, la santé par le microbiote intestinal, je me disais que ça pouvait présenter un certain risque parce qu'actuellement, au niveau de la santé, se développe beaucoup ce qu'on appelle la nutrition personnalisée, comme on a fait aussi la médecine personnalisée. Et donc, cette nutrition personnalisée, notamment en utilisant des prébiotiques, des probiotiques, alors que ce n'est pas du tout ce dont vous parlez. Ce dont vous parlez, si j'ai bien compris, c'est par des aliments réels, si je peux dire. Par des aliments réels. Oui, donc je parle, parce que, bon, au départ, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai énormément travaillé, j'ai un papier qui devrait paraître là-dessus d'ailleurs. Mais ce qui m'a semblé important, c'est que cette connaissance pouvait être utile pour le consommateur ou la restauration collective, pour l'industrie agroalimentaire,
et pour l'agriculture. Parce qu'on voit que selon la manière dont on cultive les plantes, selon la manière dont on élève les animaux, on n'a pas les mêmes compositions des produits. Et ça va impacter notre microbiote. Et souvent, le monde de l'agriculture est complètement coupé du monde de l'alimentation. Et donc, ça pose des questions à l'agro-industrie. Et puis, ça évite de se focaliser sur des débats actuels. Parce que d'après ce que j'ai compris de cette littérature, comment dire, cette vision holistique me semble nécessaire. Je m'explique. Juste un exemple, j'en ai plein d'autres. Par exemple, le glyphosate, on le retrouve pratiquement, tout le monde y est exposé dans les urines. Bien sûr qu'il faut tendre vers zéro, quoi. Mais en même temps, on sait que les acides gras longue chaîne, si j'ai bien compris, c'est montré les travaux américains, ils ont une fonction, entre guillemets, d'antipoison. Donc, il faut bien sûr se polariser sur des perturbateurs endocriniens, sur des produits type le glyphosate, mais dans le même temps, il faut aussi voir ce qui joue le rôle d'antipoison. Or, je doute que beaucoup des médias qui s'intéressent, par exemple, au glyphosate, ils en mettent complètement. Donc, le côté, comment dire, dans notre alimentation qui va pouvoir contrebalancer. Je n'ai pas dit qu'il fallait maintenir le glyphosate, mais vous voyez, j'insiste sur ce rôle, sur cette vision holistique. Et ça permet de montrer que, finalement, comment dire, par l'alimentation et l'agriculture peut jouer un rôle positif sur notre santé. Parce que souvent, elle est pointée du doigt. En gros, ce qu'on retient, c'est qu'il y a des pesticides et puis que, comment dire, il y a moins de densité nutritionnelle. Ce qui est en partie vrai, mais ce n'est pas forcément l'agriculture. La faible densité nutritionnelle, c'est souvent l'agro-industrie et le consommateur qui privilégie ces produits qui sont riches en énergie et pauvres en micronutriments. Ce n'est pas l'agriculture qui est responsable. Oui, bien sûr, il y a énormément de travail à faire. Et donc, il me semble, dans Tétraé, puisque maintenant, à la différence de PSDR, on est sorti de l'agriculture, il y a le système alimentaire, faire justement pour ceux qui sont, ou des collectifs de chercheurs qui peuvent se constituer assez larges, ils peuvent prendre en charge finalement les verrous, mais aussi les voies de progrès sur ces questions-là, à la fois dans l'agriculture et dans la transformation et dans la distribution. Ce qui est, à ma connaissance, pas très fait. Et là, il y a une opportunité dans Tétraé. Et ça oblige à faire de nouveaux collectifs de recherche, sur à quoi moi je n'ai pas été, j'ai pas eu la chance finalement dans ma carrière qui est maintenant terminée. Mais là, il y a une opportunité, à la fois en termes de publication et en termes de projets de recherche. Ça s'y prête. PSDA ne s'y prêtait pas. Maintenant, là, il y a une voie à adopter. Parce que quand même, moi, je suis révolté par tout ce qui se passe actuellement, pas sur les questions de santé. Enfin, on n'est pas dans la prévention. Je répète ce que je lis tous les jours là, dans des très bonnes publications scientifiques sur l'importance de la bonne alimentation pour se prémunir des formes graves des maladies infectieuses. Le fait de jamais en parler dans les médias, c'est une honte. Le PSDR a aussi peut-être une place à prendre là aussi. C'est important ce que tu dis, Michel, parce qu'en plus, derrière, il y a une réflexion, ça amène une réflexion sur le conseil agricole, oui, qui doit nécessairement intégrer ces nouvelles… Oui, parce que ça a toujours été évacué, les questions de santé. Oui, tout à fait. Merci. On a une question de Didier Raymond. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faudrait pas confondre non plus la nutrition personnalisée avec simplement des interventions avec des prébiotiques et des probiotiques. En tout cas, ce n'est pas comme ça que les nutritionnistes le voient. La nutrition personnalisée, ça peut être aussi développer une nutrition dans laquelle, en termes de conseils, on va dire à telle personne, elle peut manger plutôt cet aliment, ça va avoir un effet bénéfique pour sa santé. Et peut-être qu'une autre personne avec le même aliment répondra de façon complètement différente. Et donc, c'est ce qu'on cherche dans la nutrition personnalisée. Et le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de nutrition, on ne s'alimente pas simplement pour nourrir le microbiote, certes. Ça a été dit tout à l'heure et je rejoins cet aspect-là. Le microbiote peut être notre allié pour la santé. Mais en attendant, quand même, on mange essentiellement pour couvrir des besoins nutritionnels qui ne sont pas couverts par le microbiote, qui sont couverts par les apports alimentaires d'une manière générale. Donc attention peut-être à ne pas avoir un discours trop caricatural. Non, mais j'en conviens, j'avais un petit peu accentué le trait parce que… Mais bon, je suis complètement d'accord avec vous. Bien. Est-ce qu'on a encore des commentaires, des questions ? Pas pour le moment. Peut-être une question sur… Peut-être une question sur territoire, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi dans Tétraé. Tu as montré l'importance du territoire, mais tu as
accentuer comme le font les sciences humaines et sociales. Je pense que c'est ta déviation multidisciplinaire, ton expérience multidisciplinaire qui te fait adopter ce discours-là. Tu montres que c'est le territoire un lieu d'interaction entre acteurs. Donc, comment tu vois la territorialisation des systèmes alimentaires? Et il y a tout un débat autour du terme de relocalisation ou territorialisation. Qu'est-ce qui doit être territorialisé? Qu'est-ce qui doit être délocalisé? Mais là encore, de manière très générale. Hein, là encore, je partirai de l'alimentation. Le constat de l'alimentation, c'est en gros, on a trop de produits trop riches en énergie et on manque considérablement de fruits et légumes. Je rappelle qu'on ne consomme pas assez de fruits et légumes et qu'en plus, on en importe beaucoup. Donc, les fruits et légumes, c'est quoi par rapport à ce que j'ai dit? Ce sont les fibres et ce sont les micronutriments. En plus, c'est beaucoup d'eau. Donc, ça devrait être cultivé autour de toutes les métropoles parce que ça crée de l'activité économique. Les métropoles peuvent avoir une certaine maîtrise du foncier. Ça intéresse des jeunes qui se forment de manière alternative. Ça se prête beaucoup à l'agroécologie et beaucoup plus à l'agroécologie ou à l'agriculture biologique que les grandes cultures. Pourquoi? Parce que l'agroécologie, c'est la diversité. Donc, les fruits et légumes, on peut faire une grande diversité sur de petites surfaces. Donc, des produits riches en eau, riches en micronutriments qu'on importe, dont notre consommation est insuffisante. Donc, ce qu'on appelle les ceintures maraîchères, ça devrait être… c'est quelque chose qui est peut-être vital. Je veux dire, c'est vital pour la santé, ça peut créer de l'emploi et ça peut contribuer à la vitalisation des territoires. Par contre, rendre un système pour du blé ou des céréales, je ne vois pas trop forcément l'intérêt. Dès qu'il s'agit de produits secs, finalement, c'est pas là que la son doit être mise. Mais pour les fruits et légumes, ou alors pour des cultures, pour les protéines alternatives aussi, comme les légumineuses, c'est dans tous les territoires. Parce que là, en plus, ce que j'oubliais, c'est à la fois pour les fruits, les légumes et les légumineuses, il y a tout un business à faire au bon sens du terme sur de la petite transformation. Alors, soit pour les rendre appétantes, finalement, le cas des légumineuses, ce qui n'est pas toujours le cas, soit pour les fruits et légumes, pour avoir des modes de conserve qui ne correspondent pas forcément à des aliments ultra transformés, hein, de façon à pouvoir conserver ces produits, quoi. Donc, le champ est considérable. Mais là encore, il faut allier tous les acteurs du système alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui puissent maîtriser le foncier, il faut des apprentissages, il faut des agriculteurs, il faut de la collecte, de la transformation, il faut sensibiliser les consommateurs. Et donc là, les jardins partagés, tout ça, il y a énormément de possibilités. Après, moi, je n'ai jamais travaillé sur les fruits et légumes, mais je pense qu'il y a un champ de recherche considérable, pas qu'au niveau de l'agronomie, au niveau du système alimentaire, puisque l'enjeu, je veux dire, santé est énorme, et l'enjeu économique emploi, il n'est pas négligeable non plus. Et je rappelle que finalement, notre balance commerciale, c'est essentiellement du vin et du blé, quoi. Mais elle se détériore sur les fruits et légumes. C'est un des maillons faibles. Donc, c'est impensable, ça, on est en France. Enfin, on peut cultiver les fruits et légumes. Dans le prolongement de ce que tu viens de dire, j'aimerais bien que tu reviennes en fait, sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, sur la nécessité d'une convergence entre agriculture biologique et agriculture de conservation. Parce que les différents scénarios qui sont élaborés… Attends, je précise peut-être ma question pour ne pas partir trop large, mais… parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les différents travaux, et notamment les scénarios d'autonomie alimentaire, 100% agriculture biologique pour Europe 2050, ça suppose un changement d'échelle de l'agriculture biologique. Or, on sait que le changement d'échelle qui est en train de se produire passe par une industrialisation du bio qui pose d'énormes questions autour du rapprochement entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle, puisqu'on est en train de passer à un bio-industriel. Et donc, comment est-ce que, par rapport à ce contexte et l'obligation de changer de volume, comment est-ce que tu poses cette convergence entre agriculture biologique et agriculture de conservation? Alors, je répète, l'agriculture de conservation des sols, en gros, on produit la même chose qu'en conventionnel, mais on utilise des pesticides, moins. L'agriculture biologique, on n'utilise pas de pesticides, mais il y a, selon les productions, alors en maraîchage, il n'y a pas forcément des rendements très inférieurs. Par contre, en céréales, blé, il peut y avoir 40% de moins. Donc déjà, quand on raisonne macro, sans distinguer les productions, ce qu'on sait, c'est qu'on veut que ça passe pour boucler. Bon, il faut qu'il y ait moins de gaspillage, mais il faut réduire drastiquement la production de viande, la production, la consommation de viande.
C'est la condition, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, moi, je ne suis pas un intégriste de l'agriculture biologique. Il y a l'agriculture biologique, donc il y a le sans pesticides, OK. Mais par contre, je travaillais avec un agriculteur biologique l'autre jour, il disait si on mettait un peu d'azote de synthèse, des fois, pas grand-chose, quoi, mais ça ferait faire un bond. Voilà, bon, j'arrête là-dessus. Après, l'agriculture de conservation des sols, donc actuellement, il y a des pistes pour la faire comment on dit, s'hybrider avec l'agriculture biologique, donc d'avoir l'agriculture de conservation des sols biologiques. C'est-à-dire pas de travail du sol, pas de pesticides. Actuellement, c'est quand même un challenge, parce qu'on est confronté au problème notamment des adventices, quoi. Et donc, une des voies qui se dégage, il y a quelques cas, eh bien, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça revient à, je parle en grande culture surtout, pas en maraîchage, parce qu'en maraîchage, la permaculture, finalement, c'est l'agriculture de conservation des sols en bio. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Je vais vite. Par contre, pour les grandes cultures, il faudrait associer culture et élevage. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on fait de l'agriculture, comment dire, de ce type, on est confronté aux adventistes, donc aux mauvaises herbes. Et donc, les espèces animales peuvent être utilisées les ratés des cultures. C'est-à-dire quand on rate sa culture, si on n'a pas d'élevage, c'est une perte sèche considérable. Par contre, vous pouvez utiliser ce produit-là, donc soit les graines, le raté, je veux dire, ou avec les mauvaises herbes, vous pouvez l'utiliser pour alimenter les animaux. Deuxième chose, si on a des ruminants, on a des prairies. Et quand on a des prairies, notamment des prairies temporaires, donc de 5 à 10 ans, avec des légumineuses qui sont en rotation avec les cultures, la prairie contribue, comment dire, elle joue le rôle d'une infrastructure écologique, elle contribue à améliorer la fertilité des sols. Donc, en conclusion, ces formes d'agriculture alternative en grande culture, qui sont à la fois bio et de conservation des sols, ça suppose de l'élevage. Mais compte tenu qu'il faut, je caricature bien sûr, qu'il faudrait diviser par 2 les émissions de gaz, diviser par 2 notre consommation de viande pour diviser les gaz à effet de serre par 2, ça veut dire que ça met une pression très forte sur des formes d'élevage, entre guillemets, dites industrielles, parce qu'on va recréer de l'élevage ailleurs. Et justement, ce que je ferais, pour répondre à une question très importante qui m'a été posée, sur quoi poser? Ben, typiquement, ces formes d'agriculture alternative, par exemple, où on met de l'élevage pour avoir de l'agriculture bio de conservation des sols, ça ne peut pas se penser indépendamment du fait que la consommation, donc la production, globalement à l'échelle française, il va falloir la diviser par 2. Donc si on en crée quelque part, ça veut dire qu'ailleurs, il va falloir en enlever. Sinon, c'est sûr qu'on va être dans la panade, c'est-à-dire qu'on ne peut pas respecter les engagements. C'est mathématique, ça a été écrit, ça. Bien, merci. Alors, actuellement, il y a des débats, j'entendais encore à la radio ce matin, des débats autour des implications économiques pour le futur de l'agriculture européenne autour de ces scénarios, avec certaines craintes de démantèlement de l'agriculture en Europe. Bon, ça dépasse un peu le cadre de ces séminaires, mais c'est vrai qu'il y a, oui, mais tu as raison, ouais. Ça va très loin. Il y a certains collègues des chercheurs spécialistes du climat qui disent qu'il faut confiner les vaches. Donc, si on confine les vaches, c'est sûr qu'on contrôle les flux. Hein, ce qui part dans l'air, on le récupère. Je parle pour les vaches, mais donc il n'y a plus de prairies si on les confine. Mais c'est oublier le fait que les prairies jouent un rôle. Ce n'est pas uniquement esthétique dans les paysages pour se balader. Enfin, j'ai des collègues qui l'ont montré. Il y a des papiers internationaux qui défendent ça, qui le démontrent. Donc, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il faut ces analyses multicrinaires. Si je confine les vaches, c'est bien mieux pour certains critères, mais ça l'est moins bien pour d'autres. Et donc, il faut trouver les compromis. Il n'y a pas de solution unique et simple transposable partout. Et donc, il y a des expériences dans le territoire qui peuvent aider, qui peuvent se faire, ou qui peuvent aider à comprendre, à condition de ne pas perdre de vue les changements globaux. Voilà. On va s'acheminer vers la fin du séminaire. On avait une question de Bernard. Oui. Tu me réponds ? Bernard, tu poses ta question? Je trouve qu'elle est importante, effectivement. Ma question, elle est juste, pour remercier Michel dans un premier temps, parce que je trouve que cette approche, pour un profane comme moi, elle est accessible. C'est un exposé que j'arrive à comprendre. Et je trouve que l'entrée par la santé globale, elle m'interpelle beaucoup. Et je me dis, mais quand on réfléchit à l'impact, est-ce qu'à l'échelle de Tétraé, quand tu poses comme un cadre déterminant l'échelle territoriale, est-ce qu'il ne faut pas élargir le partenariat à des acteurs qui se soucient de la santé à cette échelle? Et moi, j'ai suivi sur des questions comme le vieillissement des travaux qui étaient pilotés à l'échelle régionale sur des approches très longitudinales.
Et je me dis, est-ce que là, il n'y a pas un format pour Tétrae? C'est-à-dire se dire, on part sur des cohortes longitudinales autour de stratégies territoriales de moyen terme qui permettent de voir les effets de parti pris holistiques que tu détermines autour de PAT ou de stratégies territoriales un peu structurées. Parce que dans ce que tu évoques, en termes d'approche expérimentale, il y a un pas de temps qui n'est pas celui du projet de recherche classique en termes d'appréciation du parti pris et de l'impact. On est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de plus d'une dizaine d'années. Oui. Mais là, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, je suis en Occitanie, comme beaucoup de mes collègues, comme Daniel et Fred. Je veux dire, il y a 2 ans, la DRAF a initié une réflexion justement sur les pesticides ici en Occitanie, notamment la contamination, l'exposition au travers de l'air. Eh bien, dans ce collectif, il y avait des agronomes, certes, mais il y avait aussi des médecins, des épidémiologistes. Pas plus tard ce matin, j'étais à la fac à Toulouse, où il y a un projet Ecophyto qui est porté par des gens de la santé. Et ils faisaient appel, ils me demandaient un agronome de service, donc j'y étais. Mais c'est pour dire, compte tenu de ce que j'ai dit là, au-delà de la question des pesticides, les personnes de la santé devraient être absolument associées. Mais même à l'INRA, là, à l'INRA, il y a des collègues qui sont en épidémiologie, qui travaillent sur les relations nutrition-santé, mais ils ne sont pas connectés au monde des agronomes, donc très peu, insuffisamment. Donc il faut absolument associer, lorsque ça s'y prête, ce n'est pas tous les projets, bien sûr, mais je veux dire qu'il y a place pour des projets, voilà, il y a place, si ce n'est pas exclure des projets où des personnes compétentes sur la santé, quelles que soient les approches, celles que tu décris Bernard ou celles à laquelle je faisais allusion, puissent participer à des projets Tétrae. Il n'y a pas de contre-indication. Tu évoquais le besoin de proximité. Je pense qu'avec les scientifiques de la santé, le monde de la santé en général, il y a une proximité à construire et elle prend du temps. Mais on la connaît mal. Moi, je connaissais mal. Mais il faut voir avec les ARS, les agences régionales de santé, allez sur leur site, regardez ce qu'ils font. J'ai découvert des choses intéressantes, un petit peu dans la prévention. Est-ce qu'on a encore des questions rentrées ou est-ce qu'on clôt le séminaire sur ces échanges? N'hésitez pas, on peut prendre encore 2-3 minutes. On s'arrête là sinon? Bien. Daniel, tu veux ajouter un mot Oui, moi je trouve que c'était important de traiter cette question du nexus, mais de façon simple, sans effrayer, comme disait, je ne sais plus l'intervenante, c'était Florence, je crois, c'est la complexité, comment gérer la complexité. Donc, c'est vraiment à chaque projet de montrer sur son objet de recherche comment il se situe, comment c'est une partie comment on traite, on essaie de résoudre une partie de cette complexité et comment cet objet s'inscrit dans ce contexte-là. Donc, il ne faut pas être effrayé par le nexus. On ne vous demande pas de traiter toutes les dimensions du nexus, c'est impossible, ce n'est pas le sens de la recherche. Voilà, donc je trouvais que c'était important que Michel repositionne un peu les enjeux de manière très holiste et très systémique, et qu'on ait tous en tête les enjeux et tous ces verrous, toutes ces interactions entre les différents niveaux de la santé globale. Voilà, santé humaine, comme disait Bernard, mais aussi santé des écosystèmes, santé animale, santé des plantes, etc. Donc, c'est toutes les santé. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes. On va faire une petite pause parce qu'on vient de faire trois webinaires à la suite. On va faire une petite pause pendant quelques temps. On est preneur de vos idées et de vos besoins dans la construction de projets. Donc, on a quelques idées, mais on vous remobilisera par la suite pour les prochains webinaires. Notamment, on a pensé à cette dimension notamment de valorisation. Certains d'entre vous ne savent pas trop comment construire une stratégie de valorisation, mais on n'a pas encore pour le moment de personnes ressources sur cette dimension-là qui puissent, comme Michel ou Alain Rallet ou Pierre Bonajoly, faire un séminaire très pragmatique et très axé sur à la fois théorique et axé sur Tétrae pour résoudre cette question-là. Mais si ça vous paraît important, dites-nous-le, on va faire l'effort de trouver quelqu'un pour parler de ça. Voilà. Donc, merci à vous et à très bientôt. Et bon courage pour le montage de vos projets. Et à votre disposition.
Et merci. Et donc, pour rappel, on mettra les éléments de la présentation de Michel sur les sites dans les tout prochains jours. Merci à tous. Merci à Michel notamment. Et puis, bonne soirée. Merci Michel. Au revoir. Merci à tous aussi. C'était un Merci, plaisir. au revoir.